Quand j'ai quitté mon métier d'ingénieur en 2019, donc il y a 3 ans et demi, j'étais seule et isolée. Et c'est plus le cas maintenant. Les collectifs de désertion sont devenus visibles. L'année 2018 est marquée par les marches pour le climat, où des milliers de personnes descendent dans les rues pour réclamer des mesures écologiques fortes et immédiates. Que celle qui a vu la fin des dinosaures. La première est évidemment climatique, il pleut de moins en moins dans le pays, les températures atteignent des records l'été au-dessus des 50 degrés, ce qui provoque une évaporation des eaux. To the United States. Référence, rapport spécial du GIEC, les experts du climat de l'ONU, le 4e en moins d'un an, qui nous dit que le réchauffement va avoir des conséquences dramatiques sur les océans et sur les... Chez les étudiants et les jeunes diplômés, on s'interroge. Dans les grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, les étudiants prennent la parole, formulent à haute voix leurs doutes et leurs critiques. Il est urgent d'entamer un virage radical, car tenter de résoudre à la marge des problèmes, sans jamais remettre en cause les postulats mêmes du système dans lequel nous vivons, ne suffira plus. On ne négocie pas avec les limites planétaires et climatiques. Tous sont élèves ou diplômés d'une grande école. Certains refusent de travailler au service d'entreprises polluantes, d'autres ont décidé de boycotter le secteur privé, voire de déserter le monde du travail. Ces derniers mois, ils ont fait entendre leur voix bien au-delà de l'enceinte de leurs écoles. Je m'appelle Pauline Payassa, je suis journaliste. Ce qui est certain, Vous écoutez Les Refuseurs. c'est qu'en tant que personne exerçant à un poste de haut niveau, mon potentiel de nuisance environnementale sera probablement bien plus élevé que la moyenne. Un podcast lesjours.fr. Et moi dans tout ça, je fais quoi ? Épisode 7. Les ingénieurs, les cadres, les managers qui bifurquent, cela existe depuis longtemps. Seulement avant, ils passaient sous les radars. Les désertions étaient silencieuses et discrètes. Mais que sont devenus celles et ceux qui n'ont pas occupé les postes de manager qui leur étaient promis ? Ceux qui n'ont pas embrassé des carrières dans le privé, ceux qui ont cherché des façons alternatives d'exercer leur métier, ou y ont tout simplement renoncé. Plutôt qu'un revirement du jour au lendemain, la bifurcation semble être le fruit d'un glissement plus ou moins rapide et plus ou moins soudain, ponctué d'espoir et de désillusion. Mathilde, elle, une fois son diplôme d'ingénieur agronome en poche, a décidé de se mettre au service du secteur public et d'interroger la place de l'art dans la transition écologique. Je m'appelle Mathilde François, j'ai 27 ans aujourd'hui. Je suis diplômée ingénieure agronome. En parallèle de ça, je suis aussi artiste. Donc je suis dessinatrice de BD, illustratrice. Je tiens un blog. Alors, quand j'étais au lycée, j'avais comme idéal professionnel Sabine Kinou dans C'est pas sorcier, donc Aidant Thalassa. Pour moi, c'était la vie idéale, c'est-à-dire qu'elle était à la fois sur le terrain, à la fois avec une approche scientifique, mais aussi une approche très sociale, donc à se poser des questions pour dire, bon ben là, voilà, il y a un écosystème naturel qui fonctionne comme ça, avec à la fois des gens qui vivent à côté et qui en vivent, donc des pêcheurs, et qui sont en même temps inscrits dans des chaînes de valeur mondialisées. Et ça, je trouvais ça génial, cette approche très globale, quoi, socio-environnementale, économique. Et j'avais envie de quelque chose de à la fois scientifique, à la fois engagé dans la société et à la fois très créatif. Et moi, je me disais, si je fais ingénieur, vu comment les gens ils sont, entre guillemets, impressionnés, ou ils donnent du crédit à ce statut, ben, je me disais, j'aurais, si je fais ingénieur, une latitude, une tranquillité. Ils vont me laisser inventer des trucs hybrides. Donc c'était ça mon idée, c'était accéder à un diplôme qui me permette d'être un peu libre. Alors moi, je suis rentrée dans une école d'agronomie publique qui est à Toulouse, qui s'appelle l'ENSAT. Il s'avère qu'en école d'agro, et en tout cas dans celle-ci, à l'ENSAT, il y avait
on va dire, une grande qualité d'enseignement. Il y avait une qualité de débat, on va dire. C'est-à-dire que d'un cours à l'autre, les profs n'étaient pas d'accord. Déjà, pour moi, ça, c'était très bon signe. Il y avait l'enseignante en pédologie, donc la science des sols. Elle allait nous dire... Ah ben, je sais que hier vous avez eu le cours sur les pratiques agronomiques avec tel autre enseignant. Je suis pas tout à fait d'accord sur tel et tel élément qu'il vous a dit. Voilà ce que nous, en sciences du sol, on préfère prioriser comme approche. Et ça, rien que ça, déjà, ça m'a paru bon signe. Et à ce moment-là, moi, j'ai fait une césure, donc entre ma 4e et 5e année d'études. Et pendant ma césure, j'ai fait... En fait, c'était pas une césure, c'était une interruption d'études. Donc, j'avais pas de compte à rendre à l'école. Et pendant cette année-là, j'ai fait... de la bande dessinée et des manifestations globalement. C'est-à-dire que j'ai été explorer des endroits de la lutte, donc je suis allée à Notre-Dame-des-Landes pour la fête de la fin de... C'était en 2018, pour la fête de l'annulation de l'aéroport. Je suis allée dans des CADA, donc des centres d'accueil des personnes demandeurs d'asile. Je suis allée beaucoup en manifestation et ensuite ça m'a aussi fait lire beaucoup de choses et bon voilà, donc c'est une année qui m'a politisée au sens j'ai compris les enjeux, les manières de lutter. Moi j'ai fait une spécialité qui s'appelle dans mon cas ingénieur des développements durables et qui a un autre nom, le nom plus commun c'est master, donc avec un E, spécialisé éco-ingénierie. Donc cette formation-là, en 1 an, c'est une formation qui est spécifique au sens où déjà elle est ouverte à plein d'étudiants plein d'étudiants en cours d'études. Donc il n'y avait pas que des agronomes, il y avait des étudiants qui venaient d'autres écoles d'ingénieurs, que ce soit hydraulique, mécanique, électronique, chimique. Et ensuite, elle est également ouverte à des gens qui sont en reprise d'études. Donc, il y avait des personnes avec nous dans la promo qui avaient fait 15 ans de Airbus et qui venaient de tout plaquer et qui reprenaient leurs études. Ça fait quand même une promo... Bon, vu de l'extérieur, on pourrait dire merci, c'est que des ingénieurs, merci la diversité. En réalité, à vivre, c'était déjà assez diversifiant et assez bousculant. Il y avait des gens qui avaient déjà travaillé, on n'avait pas le même âge, il y a des gens qui avaient des enfants, il y a des gens qui avaient pas la même culture d'études. Rien que ça, déjà, ça faisait une certaine diversité. Et ensuite, les autres partis pris très puissants de cet enseignement, c'est qu'il y a on a beaucoup de cours sur les enjeux, mais surtout sur l'interconnexion entre ces enjeux. L'important, c'est de comprendre à quel point tout est interconnecté, les déchets, la gestion de l'eau, les cycles océaniques, les modalités économiques, les rapports entre le nord global et le sud global. Tout ça est interconnecté. C'est très important de le concevoir et en même temps c'est très 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 difficile à synthétiser. Un exemple tout con, mais il y a un endroit, on veut installer des éoliennes, a priori ça paraît pertinent, c'est des énergies renouvelables, en même temps il va falloir faire discuter ensemble la mairie du village, l'association anti-éolienne du village, l'association de protection des oiseaux qui dit mais enfin est-ce que les éoliennes elles vont pas empêcher les oiseaux de bien vivre, l'entreprise technique qui va monter les éoliennes, EDF. Moi depuis le début, depuis mon histoire de Sabine Kinou là au lycée, je sais que j'ai besoin de beaucoup de créativité. Je me pose la question de que peut l'art pour l'urgence écologique ? Et je cherche des endroits où on implique des artistes dans les politiques publiques et de transition écologique. Je trouve pas, mais je trouve une structure à Paris qui implique des artistes dans les processus de politique publique d'aménagement du territoire. C'est comme ça que j'arrive à Paris et que je fais mon stage de fin d'études avec ESOPA. C'est une structure qui s'appelle... ESOPA, ça veut dire « Et si on prenait l'air », l'air avec un E, qui implique globalement des artistes dans les processus d'aménagement et de réaménagement du territoire. Par exemple, quand on fait du renouvellement urbain, on prend une ancienne cité qui a été construite dans les années 70, cette cité doit être détruite. En fait... Le fait, par exemple, de faire un deuil collectif, ça peut impliquer un conteur. Donc tu peux avoir un artiste conteur qui va passer de personnes, voir les habitants, récolter des souvenirs des habitants, et ensuite organiser une restitution, soit en spectacle, soit en affichant sur les murs les souvenirs des gens qui vivent là depuis le début, des fois depuis 30 ans. Ça peut être une manière d'impliquer un artiste. En fait, les artistes peuvent être impliqués à toutes les étapes d'un projet urbain. Aujourd'hui, je travaille au sein d'un cabinet de conseil. On est très petit, donc on est 3.
On est une SCOP, c'est-à-dire que c'est un cadre juridique, quoi. On fonctionne en coopérative, c'est une manière de répartir l'argent, le chiffre d'affaires, la SCOP, et une manière de gouvernance horizontale. Et surtout, on accompagne les collectivités territoriales dans leur coopération. On accompagne les acteurs dans la fabrique de la politique publique, ça s'appelle. Et concrètement, moi, mon axe privilégié, et ce que je veux développer de plus en plus, c'est utiliser les pratiques artistiques pour soutenir les politiques publiques de transition écologique. L'action publique, ça c'est clair que depuis le début, pour moi ça a beaucoup de sens parce que j'ai un peu quand même l'impression, depuis les études, depuis cette partie très environnementale de mes études, j'ai vraiment la sensation que ce qui doit être fait aujourd'hui pour réduire la catastrophe, pour réduire la violence à venir, pour réduire les inégalités à venir, pour moi ne peut pas être rentable à court terme, au sens où, bien sûr que c'est rentable, parce qu'en fait, ça va nous éviter des dépenses catastrophiques dans les années à venir, ça va nous éviter des dépenses de réparation d'infrastructures, ça va nous éviter de gérer des niveaux de violence qu'on n'imagine même pas quand on va manquer d'eau, quand on va avoir une inflation qui explose à cause des raréfactions de ressources, mais à court terme, organiser la décroissance, organiser la transformation de notre société pour qu'elle rentre dans les limites planétaires et qu'il y ait de la justice sociale, ce n'est pas rentable dans une logique de marché. Donc pour moi, c'est que à l'endroit de l'action publique qu'on peut trouver des moyens de qualité pour défendre le bien commun et la justice sociale. Bifurcation, c'est un terme qui est beaucoup utilisé en ce moment. Moi, j'ai l'impression qu'elle raconte une rupture très narrative. Donc, j'étais trader à la bourse à Paris. J'ai eu un coup de choc sur la tête. Le ciel m'est tombé sur la tête et je suis devenue apiculteur. Poum. Pour moi, c'est ça l'image qu'il y a derrière bifurcation. On dirait quelqu'un qui roule sur une route toute droite et d'un coup qui braque son volant et qui prend un petit chemin sur le côté. Je pense que ce qu'il y a derrière qui est plus intéressant, c'est la notion de mettre en cohérence sa vie quotidienne et surtout son travail, pas forcément son travail salarié, mais le travail au sens où l'énergie qu'on met, le temps de cerveau disponible qu'on met à un projet. Donc pour moi, c'est mettre en cohérence ce travail, sa vie, avec une série de valeurs qui sont écologiques et sociales. Pour moi, c'est ça qui est sous-entendu derrière bifurquer, auquel cas on peut employer d'autres termes, hein, mais bon, mettons bifurquer en ce moment, c'est le terme. Donc pour moi, c'est ça, bifurquer, c'est mettre en cohérence ta vie, ton activité physique et cognitive avec tes valeurs écologiques et sociales. Donc moi, je me sens... je mets beaucoup d'énergie à mettre en cohérence ma vie quotidienne et mon travail avec mes valeurs écologiques et sociales. Et donc, dans mon cas, je dirais que j'en suis aujourd'hui là, dans cette situation un peu distante de ce qu'on imagine quand on pense à un ingénieur, par une série de choc entre guillemets, en tout cas une série de marches, une série de petits virages, quoi. Et c'est vrai qu'on peut en citer quelques-uns, hein. Les études du tronc commun à l'ENSAT, l'école d'agronomie, ça c'est une première claque par exemple. Quand je suis arrivée en école d'agro, j'ai réalisé que j'avais une alimentation hyper carnée et que c'était totalement discutable et pas obligé. Et j'avais même pas idée que c'était pas obligé de manger comme ça. Par exemple, il y en a eu d'autres, des moments de bifurcation, typiquement pendant mon année de césure où j'ai été avec les manifs et où j'ai pris conscience des enjeux sociaux connectés à l'urgence écologique. L'année d'après, en 2018-2019, c'était mon année de spécialisation. Là, c'était les gilets jaunes. Donc effectivement, ça a été aussi une claque sur les connexions entre la justice sociale et l'urgence écologique.
Oui, il y en a eu plein en fait, des moments comme ça qui font que tu affirmes, tu affines et tu affirmes ce vers quoi tu veux aller, quoi. Et donc, voilà, je pense que c'est la somme de ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, je suis à un endroit où j'ai envie d'être très ancrée dans la vie de la cité, les responsabilités de chacun et la lutte au sens positif du terme, au sens soyons plusieurs pour défendre les intérêts de la justice et d'un monde viable, hein. Juste maintenir un monde vivable, ce serait bien. Donc voilà, par exemple, ça c'est les dernières claques que je me prends et donc les dernières mini-bifurcations en date, c'est ça, c'est muscler l'intersectionnalité concrète des luttes. Je pense que chacun a son rythme d'incrémentation. Moi je vois que c'est très progressif et très continu, on va dire, parce que je passe mon temps à lire des trucs. Je passe mon temps à écouter, à lire, c'est ma manière. Moi, je consomme beaucoup d'articles, de vidéos, de livres. Je sais qu'il y a des gens chez qui les processus se sont faits plutôt avec un effet seuil. C'est-à-dire, j'ai un ami qui a quitté Airbus, qui raconte il a eu un inconfort pendant plusieurs années. Il a au début essayé de compenser, par exemple, en faisant beaucoup de sport, à un point qu'il a limite éloigné de sa famille. Enfin, à un moment, je crois que sa conjointe lui a dit « Dis donc, on te voit plus, quoi ». Et en fait, à force de lire et d'être confronté à des discours qui le mettaient face à ses contradictions, je crois qu'à un moment, il a eu un déclic, au sens... C'est pas un déclic magique, c'est une certaine... T'atteins un niveau, quoi. La goutte fait déborder le vase. C'est ce qu'on appelle un effet seuil, c'est-à-dire passer un certain seuil, le système s'emballe. Et donc je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont ce fonctionnement en effet seuil. Mais le changement, ce sera pas un changement du tout au tout. Ce sera quand même un changement progressif. Juste, il y aura eu une petite marche, quoi. Peut-être que ce sera une personne qui passera d'un job... d'ingénieur un peu classique à un job plutôt dans l'économie sociale et solidaire ou dans un cabinet de conseil à la transition écologique. Et peut-être que 5 ans plus tard, il aura un sentiment de désarroi, peut-être par rapport à l'impact, j'en sais rien, en disant « Ah, mais ça manque d'impact, c'est trop lent, finalement les collectivités territoriales, elles ont beaucoup de pression, on les attend sur tous les sujets et en même temps elles ont peu de moyens ». Ou alors des moyens hyper longs de plans de l'action publique qui mettent 10 ans à être modifiés. Bon, ben, peut-être que là, il va se dire, en fait, ça suffit, j'ai envie de faire l'expérience concrète d'une alternative, donc je vais dans un écolieu essayer de vivre avec un certain niveau d'autonomie, avec beaucoup de low-tech, avec beaucoup de culture, en réduisant mes besoins, enfin, en réduisant mes consommations, plutôt. Voilà, donc je pense que le phénomène de bifurcation, entre guillemets, est très... progressif, c'est-à-dire qu'il y a très peu de traders qui deviennent apiculteurs d'un coup, même si on parle d'eux parce que c'est rigolo et narratif, c'est progressif, et qu'il y a des gens chez qui c'est un peu tous les jours, et il y a des gens chez qui ça va être une fois tous les 3 ans, parce que ils n'ont pas l'espace de faire un peu tous les jours, quoi. Au début de l'année 2022, quelques mois avant la prise de parole des agros qui bifurquent, une poignée d'ingénieurs déserteurs se sont réunis pour donner naissance au collectif des Déserteuses. Dans leur manifeste, ils dénonçaient le solutionnisme technique, la quête de la croissance et l'idéal du progrès tel qu'imaginé par une société capitaliste. Il y a quelques mois, plusieurs membres de ce collectif se sont installés sur un terrain prêté par un agriculteur sur l'estuaire de la Loire. Certains sont arrivés dans les milieux alternatifs il y a déjà quelques temps, comme Gabi, diplômée de Polytechnique. Donc en fait là on est installé sur le terrain d'un agriculteur qui nous prête une parcelle qui était en fait un immense roncier il y a quelques années et qu'on a défriché avec son aide et sur lequel on a installé plusieurs espaces de vie. Donc on vit toujours un peu au milieu de la végétation, des saules, des ronces, des oiseaux et des insectes qui habitent ici avec nous. Et donc, on a aménagé plusieurs espaces de vie. J'y vis en permanence depuis 6 mois. En permanence, c'est un grand mot parce qu'on est tous quand même un peu... là, on a la bougeotte un peu et il se passe des tas de trucs. On a pas mal de groupes avec lesquels on s'organise. Moi, par exemple, avec lesquels je m'organise, qui organisent des week-ends de travail, des semaines de rencontres, des festivals sur la semaine et tout. Donc, au final, je suis pas ici
7 jours sur 7 et 12 mois sur 12, mais je dirais que je passe un bon 2/3 de mon temps ici. Et on a vraiment un mélange assez hétéroclite de personnes qui viennent ici. Il y a les personnes qui ont été un peu à l'initiative du lieu. Donc je dirais qu'il y a des gens qui sont un peu moteurs sur l'organisation du lieu, sur la mise en route d'activités vers l'extérieur, donc le maraîchage dans des petites fermes du coin, les activités politiques autour d'ici. Et puis on a des gens qui sont plus là pour se reposer, pour trouver un lieu de répit, un peu un lieu où les personnes vont être acceptées telles qu'elles sont. Donc voilà, ça nous amène plein de types de personnes différentes. On essaye de garder un peu de la place pour que chacune trouve ici un espace où elle se sent acceptée. Chloé, elle aussi avait cru trouver sa vocation avant d'être détrompée. Je suis Chloé, j'ai bientôt 32 ans. Et en 2019, j'ai décidé de quitter mes missions d'ingénieur pour me dédier aux luttes écologistes, féministes et anticapitalistes, et donc de voguer dans les milieux alternatifs et militants. Quand je repense aux conditions dans lesquelles je suis devenue ingénieure, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'était un peu par accident. Parce que j'étais une collégienne et une lycéenne assez rebelle. J'ai très vite eu un rapport un peu de défiance et de défense face à l'autorité. L'autorité, on peut dire parentale, l'autorité scolaire du monde adulte, mais aussi l'autorité des normes, notamment des normes sexistes de la société. Et je me suis défendue. Et j'ai consacré la plupart de mon énergie en tant qu'adolescente à me battre, me défendre contre un monde autoritaire. Et donc, il y avait déjà cette brèche ouverte de contestation. Et je suis devenue ingénieure un peu par accident. J'ai fait une rencontre au lycée d'une personne qui venait d'un milieu assez confortable, de parents ingénieurs et médecins, et je me suis liée d'amitié avec cette personne, et c'est ainsi que j'ai pu accéder à une reconnaissance du monde extérieur, parce que j'ai commencé à avoir des bonnes notes en maths et en physique. Et en fait, je me suis aperçue qu'avec ces bonnes notes en maths et en physique, on me foutait la paix. Devenir ingénieur, ça me permettait d'avoir du pouvoir dans la société, mais déjà du pouvoir pour moi, avant de comprendre que ça allait me permettre aussi d'en avoir sur les autres. Et là, c'était moins à mon goût. Pendant ma formation d'ingénieur, j'ai été amenée à faire des stages. Et il y en a eu un qui a été un déclic de ce que je n'avais pas envie de rejoindre, de ce dont je n'avais pas envie d'être complice. Et je suis partie faire un stage à Londres pendant 6 mois dans une grosse entreprise du bâtiment. J'ai été dégoûtée des open space complètement aseptisés, où il n'y a pas de relations humaines spontanées et profondes. On est vraiment dans le paraître, dans une compétition permanente de qui va briller le plus au milieu des collègues. Donc quand je suis revenue de ce stage, je me suis dit que jamais plus je ne bosserai pour le privé. Et ça m'a donné aussi l'illusion ou l'envie de me donner à fond pour le public. J'ai choisi déjà le service public alors que la majorité des personnes autour de moi en prépa allaient s'engager pour des entreprises privées. Je travaillais alors dans un premier temps à la rénovation des bâtiments. Je ne suis pas restée longtemps. J'ai voulu prendre un poste plus percutant, qui me semblait plus percutant en termes environnementaux, qui était le tri des déchets.
Donc j'étais chargée de mettre en place les moyens pour qu'on trie plus nos déchets, donc quantitativement et qualitativement. Ingénieur environnemental, c'était pour moi la possibilité d'apporter des solutions aux enjeux environnementaux actuels, c'est-à-dire la destruction du vivant, l'atteinte des limites planétaires au sens scientifique, avec donc des solutions technologiques. Et je me suis aperçue que c'était une mascarade. Et je me suis aperçue au fur et à mesure de mes fonctions, déjà que je n'avais aucun pouvoir d'action, j'étais exécutante de directives qui se prenaient soit à l'échelle de ma collectivité et encore, mais plutôt à l'échelle du ministère, voire de l'Union européenne. Et je me suis aperçue aussi, j'ai réalisé que en fait, les marchés publics servent à faire naviguer l'argent des contribuables d'un industriel à un autre. Et ça, je voyais vraiment pas. En fait, ça ne peut pas changer à part si on transforme en profondeur nos institutions. Et donc, à un moment donné, je me suis dit que j'allais être bien plus efficace sur le terrain avec des militants plutôt que dans mon bureau. La découverte des milieux alternatifs, ça a été assez compliqué parce que, en tant qu'ingénieure citadine, ayant évolué depuis mes études dans des sphères sociales d'ingénieur, donc assez privilégiées et hors sol, j'avais peu accès aux espaces alternatifs et militants. Donc j'ai eu quand même une certaine difficulté à trouver des espaces de lutte dans lesquels je me retrouve. Donc j'ai pris mon sac à dos et j'ai fait un long voyage d'1 an, voire 2 années en France pour découvrir des lieux dits alternatifs, donc qui vont expérimenter d'autres manières de se loger, de se nourrir, de fonctionner ensemble, d'habiter, plutôt à l'échelle ultra-locale. Et ensuite, j'ai quand même fait le constat au fur et à mesure de ces découvertes que la solution ne doit pas mettre sous le tapis la nécessaire lutte contre le capitalisme. Et c'est ça qui m'a manqué dans ces solutions que je découvrais. Et c'est pour ça que j'ai rejoint... après un petit moment, les milieux plutôt libertaires ou anarchistes. Aujourd'hui, je passe le plus clair de mon temps entre des moments d'écriture pour retracer qu'est-ce que j'observe et qu'est-ce qui se passe depuis l'intérieur dans les milieux militants. Donc militants pour une écologie radicale, dans des milieux d'autonomie politique. Donc quand je dis d'autonomie politique, c'est généralement des milieux libertaires, anarchistes, donc qui veulent s'inventer hors des institutions. Donc j'écris, c'est une façon de militer, en fait, d'archiver. Je me mobilise sur différents fronts de lutte. Que ce soit des fronts de lutte sociaux, donc pour venir en soutien à des personnes qui en ont besoin, sur des fronts de lutte écologistes, donc dans des grosses mobilisations, notamment avec les soulèvements de la terre. Je me mobilise aussi dans l'expérimentation d'une autre façon de vivre. Et ça demande énormément d'énergie et de temps et de questionnement, d'introspection, parce que comment on fait collectif, comment on vit ensemble, comment on organise notre subsistance au quotidien, comment prendre soin des uns, des unes, des autres, c'est quelque chose de très important, justement, la place du soin dans un monde qui veut faire violence à tout un chacun.
Quand j'ai quitté mon métier d'ingénieur en 2019, donc il y a 3 ans et demi, j'étais seule et isolée. Et c'est plus le cas maintenant, parce qu'aujourd'hui, pour n'importe quel ingénieur qui a envie de déserter, qui se pose des questions, les collectifs de désertion sont devenus visibles grâce au discours des agros qui bifurquent. Avant, on était plus dans l'anonymat et la confidentialité. Grâce à ce discours-là, en fait, et la résonance médiatique qu'il y a eu autour de la parole des agros qui bifurquent, ça a fait lien entre de nombreuses personnes qui s'interrogent et qui veulent déserter et qui ne savent pas comment faire, par où commencer, et les collectifs de désertion. Et aujourd'hui, il y a un phénomène qui a pris une ampleur qui est sans précédent par rapport à... En tout cas, moi, je me souviens en 2019, quand je suis partie, où je n'avais pas... Il n'y avait pas... En fait, ce qui existait, c'était plutôt des collectifs d'ingénieurs qui se posaient la question de comment mettre à profit leurs compétences plutôt pour une ingénierie environnementale, ce qui est, pour moi, pas une solution, en fait. Donc aujourd'hui, le phénomène de désertion prend de l'ampleur et il touche aussi d'autres milieux avec d'autres enjeux aussi. Ça vient poser la question du travail, de remettre en question le travail et de pour qui on travaille. En quoi notre travail bénéficie au maintien d'un système mortifère. Et aujourd'hui, ces questions-là, elles sont en tout cas beaucoup plus présentes dans les milieux écolos, dans les milieux d'ingénieurs, dans d'autres espaces militants et c'est un avancement incontestable. Au début de l'année 2022, j'ai rejoint le collectif des Déserteuses, qui est un collectif d'ingénieurs en désertion, de désertion de l'ingénierie, puisque justement on n'a plus trop envie d'être qualifié d'ingénieur. Donc ce collectif, les Déserteuses, ce sont des anciennes ingénieurs qui ont déserté dans l'idée non pas de se reconvertir professionnellement dans des métiers plus verts, on est contre cette idée, mais plutôt de mettre notre énergie dans le démantèlement des industries dans lesquelles on travaillait auparavant. Donc on s'organise ensemble pour porter ce discours dans des écoles auprès d'ingénieurs qui doutent et qui veulent quitter. Donc aussi pour leur montrer, pour leur présenter différents fronts de lutte et aussi pour leur présenter des questionnements politiques qui nous traversent. Et on s'organise aussi pour se retrouver sur différents fronts de lutte et porter une critique radicale, c'est-à-dire qui, à la racine des dysfonctionnements et des destructions et du saccage du vivant qui est en cours. Et donc, une des conséquences, ça va être déserter pour faire quoi? Mais c'est justement pour lutter contre ça, en fait. Pour toujours faire partie de celles et ceux qui vont mettre des grains de sable là, dans tous ces rouages et en permanence essayer de titiller ce système pour lui dire qu'on est là, même si on révolutionne pas, en fait. Même si aujourd'hui, le rapport de force, il est clairement pas du côté... des milieux d'autonomie politique et qu'il est plutôt du côté des méchants, si on peut les appeler comme ça. En fait, rien que l'idée d'être là, rien que l'idée d'être un rempart contre ce monde-là, en fait, ça me suffit. Donc, je me projette plus du tout avec des critères traditionnels de carrière ou de m'imaginer moi dans 10 ans. Ce dans quoi, je dirais, je me projette aujourd'hui, c'est mon présent, en fait. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Donc, m'investir dans les luttes, m'investir dans les alternatives, archiver tout ça
Et en fait, c'est dans ça que je me projette ensuite, c'est de continuer, de voir ces milieux évoluer et de les accompagner, d'y contribuer et de les rendre visibles. C'est vraiment ça pour moi qui... Je me vois nulle part ailleurs. Bifurquer, qu'est-ce que ça signifie ? Difficile de donner une définition universelle, car c'est une notion traversée par les tensions. Et même s'il est certain que tout cela reste minoritaire, dans les grandes écoles, quelque chose semble avoir changé. Il ne se passe plus une semaine sans qu'on y évoque le fait de changer de voie. Et au-delà des écoles même, l'engouement collectif que nous avons pour ces parcours montre que nous sommes de plus en plus sensibles à ces initiatives. Vous venez d'écouter le 7e et dernier épisode des Refuseurs, un podcast du média Les Jours. Vous pouvez retrouver tous nos autres podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et SoundCloud, et sur notre site lesjours.fr.